pendant plus de 2 décennies, une guerre silencieuse a ravagé l'est du Congo. Des millions de morts, des villes rasées, des femmes brisées, des peuples déplacés. Et pendant ce temps, le monde, lui, détournait le regard. Mais, en 2025, quelque chose a changé, les amis. En mai, un rapport confidentiel de l'ONU révèle que le M23, un groupe rebelle accusé d'atrocités, obéit directement à Kigali, la capitale du Rwanda. Et en fin juin, sous la pression diplomatique, un accord de paix est signé entre la RDC et le Rwanda voisin, à Washington. Alors, est-ce enfin la fin d'un long cauchemar ou un nouveau chapitre dans une guerre économique qui ne dit pas son nom? Aujourd'hui, sur Chanel Décrypte, on analyse les faits, les enjeux cachés et on pose une question simple mais essentielle. Ce conflit est-il sur le point de s'éteindre ou, finalement, l'avenir des grands lacs africains est plus menacé que jamais? C'est tout de suite dans Chanel Décrypte. Le rapport a été transmis en mai 2025 au Conseil de sécurité. Il est formel. Le Rwanda dirige militairement le M23, fournit des armes sophistiquées et contrôle ses décisions stratégiques. Concrètement, les ordres d'attaquer, de se replier, de prendre une ville ne viennent pas du M23 lui-même, mais de Kigali. Le rapport cite aussi la présence de 6000 soldats rwandais en RDC, sans mandat, les amis internationaux. Des systèmes anti-aériens, radars, munitions livrés au M23. Une attaque contre un convoi de l'ONU en janvier 2025 causant un mort. Ce n'est plus un soupçon, c'est un constat documenté. Vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Officiellement donc, Kigali dit vouloir se protéger des FDLR, un groupe armé hutu responsable du génocide de 1994 et encore actif en RDC. Mais le rapport montre une autre réalité. Le M23 n'attaque pas les FDLR. Il prend le contrôle de zones minières stratégiques, coltan, or, cobalt, lithium. Ce soutien militaire sert d'abord des intérêts économiques. Enrichir Kigali, exploiter les ressources congolaises à prix cassé. Hors de tout contrôle de l'État. Ce n'est pas une guerre ethnique, c'est une guerre pour le contrôle des richesses. Alors pourquoi ce silence international si longtemps? Notons que depuis 2012, des ONG, des journalistes, des victimes ont alerté. Mais peu de gouvernements ont réagi. Pourquoi? Parce que le Rwanda est un partenaire militaire de l'Occident, un fournisseur de troupes pour l'ONU, un allié stratégique, surtout parce que le Rwanda bénéficie d'un capital moral très puissant, hérité du génocide de 1994. Critiquer ces actions, c'est risquer d'être accusé de révisionnisme. Mais aujourd'hui, ce rapport de l'ONU casse ce tabou. Il force les États à prendre position. Les amis, ce conflit ne concerne pas que la RDC et le Rwanda. C'est toute la région des Grands Lacs qui est en danger. Ouganda, Burundi, Tanzanie, Kenya. Pourquoi? Parce que le flux de réfugiés traverse les frontières. Parce que les groupes armés circulent librement dans une région déjà instable. Parce que les tensions entre États ravivent d'anciennes rivalités. Et surtout parce que les minerais pillés au Congo alimentent des réseaux régionaux via Kigali, Kampala ou même Nairobi. Tant que l'Est du Congo sera instable, aucune intégration régionale durable ne sera possible.
Et sans stabilité dans les Grands Lacs, l'ensemble de l'Afrique de l'Est est fragilisé. Ça à prendre en compte, les amis. Cependant, depuis la publication du rapport explosif de l'ONU, un événement majeur s'est produit. Le 27 juin 2025, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé à Washington ce que certains appellent déjà un accord historique de paix. Un accord signé sous la médiation des États-Unis, avec le soutien du Qatar, de l'Union africaine et des Nations unies. Que dit cet accord exactement? Le Rwanda s'engage officiellement à retirer ses troupes du territoire congolais dans un délai de 90 jours. Kigali promet également de cesser tout soutien direct ou indirect au M23. En échange, la RDC s'engage à ne plus tolérer la présence ou la réactivation des FDLR sur son sol. Un groupe armé considéré comme une menace majeure par Kigali. Un mécanisme international de surveillance est mis en place avec des observateurs des Nations Unies, de l'Union africaine. Mais ce n'est pas tout. Le test prévoit aussi la réintégration contrôlée de certains ex-combattants dans l'armée congolaise. La création d'un mécanisme conjoint de sécurité entre Kinshasa et Kigali et surtout une coopération économique régionale autour de l'exploitation des ressources minières avec un rôle stratégique confié aux États-Unis et au Qatar. Et là, on peut se poser une vraie question géopolitique. Est-ce que cet accord est réellement un tournant vers la paix? Ou est-ce qu'il sert à stabiliser militairement une zone pour mieux sécuriser les intérêts miniers et économiques des puissances étrangères? Parce qu'au fond, ce qui est en jeu, ce ne sont pas que des troupes à retirer ou des rebelles à désarmer. Non. Ce sont des milliards de dollars en coltan, en lithium, en cobalt, des terres rares. Et quand on regarde l'histoire récente, on sait que ce n'est pas le premier accord de paix signé dans ce conflit. Sun City en 2002, Nairobi en 2013, Addis Abeba en 2013 encore. Et à chaque fois, les armes ont repris le dessus sur les signatures. Alors, pourquoi en parler ici? Parce que ce rapport de l'ONU ne peut pas être déconnecté de cette actualité diplomatique. Ce rapport explique, document à l'appui, que le Rwanda dirige le M23, lui fournit des armes, une chaîne de commandement et orchestre les attaques depuis son propre territoire. Ce rapport sert de base aux pressions internationales qui ont conduit à l'accord de Washington. C'est une pièce maîtresse dans la négociation. En résumé, les amis, oui, un accord historique a été signé. Mais son application dépendra de 3 choses. 1. De la volonté politique des dirigeants concernés. Car un accord, aussi bien rédigé soit-il, n'a aucun poids si les dirigeants ne s'engagent pas sincèrement à le respecter. C'est une question de courage politique. Cela implique de faire des choix difficiles. Ce sera désarmer des groupes rebelles, parfois soutenus en secret. Renoncer à l'exploitation illégale des ressources naturelles. Coopérer, oui, coopérer avec les pays voisins, y compris avec ceux avec qui les tensions sont profondes. Mais la paix ne s'obtient pas sans concession. Et pour cela, il faut des leaders qui mettent l'intérêt des peuples avant les intérêts économiques ou géostratégiques. 2. Du rapport de force entre les États africains et les puissances étrangères. Il ne faut pas être naïf. La région des Grands Lacs n'est pas isolée. Elle est au cœur d'un échiquier mondial où se croisent les intérêts des grandes puissances. Ces puissances ont des intérêts économiques dans l'exploitation du coltan, du cobalt, du lithium.
congolais. Et souvent, elles ferment les yeux sur les conflits tant que leurs ressources continuent d'arriver. Alors, pour que l'accord tienne, les États africains doivent parler d'une seule voix. Ils doivent peser ensemble dans les négociations internationales, imposer des règles, réclamer des comptes, sortir de la dépendance et de la diplomatie de la peur. Sinon, l'accord de paix ne sera qu'un moyen de stabiliser la zone pour en réalité mieux sécuriser l'extraction minière. 3. De la vigilance des peuples africains. C'est peut-être le facteur, les amis, le plus déterminant. Car l'histoire l'a montré. Les peuples font pression, les peuples font bouger les lignes. Aujourd'hui, ce sont les citoyens, les journalistes indépendants, les ONG locales, les artistes engagés, les intellectuels africains qui peuvent exiger la transparence, documenter les violations, dénoncer les silences. Une paix imposée sans justice est une paix fragile, mais une paix surveillée par des citoyens conscients, organisés, connectés entre eux devient un processus irréversible. Ce n'est donc pas seulement l'affaire des États, des chefs d'État ou des diplomates. C'est notre affaire à tous. Parce que ce qui se joue à Goma, Bunagana ou Rutshuru concerne la stabilité de toute la région. RDC, Rwanda, Ouganda, Burundi, Tanzanie, jusqu'à l'Afrique centrale et orientale. En définitive, un accord de paix, ce n'est pas une fin, c'est un point de départ. Et pour que ce départ mène à une vraie paix durable, il faut une alliance à 3 niveaux. Des dirigeants courageux, des États africains solidaires et des citoyens vigilants. C'est à cette triple condition que la guerre invisible deviendra enfin une paix visible. Si cette vidéo t'a éclairé, aide-moi à continuer ce travail. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification et partage s'il te plaît cette vidéo autour de toi. C'est le tout début de Chanel décrite. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye.